Pendant 72 heures, le ciel de Ouagadougou resta muet. Aucun moteur, aucune voix, seulement le vent du Sahel glissant sur les tours de contrôle endormies, puis sur l'écran national apparut Ibrahim Traoré. Non pas en costume, mais couvert de poussière, parlant avec ce calme qui impose le silence. Comment un pays sans côte, sans avion, pouvait-il oser parler de construire son propre ciel ? Quand il prononça ces mots, le silence devint foi, et la foi se changea en mouvement. Les paroles d'Ibrahim Traoré n'étaient pas un discours politique, mais un défi lancé au monde. Si l'on ne nous donne pas d'aile, nous construirons notre propre ciel. Cette phrase résonna comme une proclamation de dignité, celle d'un peuple longtemps contraint de rêver à genoux. Derrière ce rêve d'aéroport se cachait une promesse plus vaste, prouver qu'une nation sans dette, ni tuteur, peut encore se lever seule. Mais chaque rêve porte son prix, l'isolement, la méfiance, la sanction de ceux qui ne supportent pas l'autonomie. Le Burkina Faso choisit pourtant la route la plus escarpée, celle où la foi se mesure non en prière, mais en briques et en mains calleuses. Car si ce pari échouait, il serait moqué comme une illusion sahélienne. Mais s'il réussissait, il forcerait le monde à redéfinir le mot développement. La révélation arriva 3 jours après le silence. Ce que beaucoup avaient pris pour un signe de peur était en réalité un signal de départ. Le président Ibrahim Traoré annonça ce que nul n'aurait osé imaginer. Le Burkina Faso construirait, sans un seul prêt étranger, le plus grand aéroport d'Afrique. 40 km² de pistes, de terminaux et de champs solaires, bâtis non par les investisseurs, mais par les Burkinabés eux-mêmes. Les premières lueurs de l'aube virent surgir des camions à l'horizon désertique. Certains transportaient l'acier, d'autres le ciment, et d'autres encore les gens. Des hommes et des femmes venus de tout le pays, paysans, étudiants, soldats, mécaniciens, quittèrent leur routine pour un chantier qu'ils ne comprenaient pas entièrement, mais qu'ils ressentaient comme une cause commune. Aucun contrat, aucune paix, seulement la conviction d'être appelé à quelque chose de plus grand que. Un vieil homme, interrogé par un journaliste, répondit simplement « Je veux voir l'Afrique voler avant de mourir ». Ces mots enflammèrent le pays. Les radios les répétèrent, les prêtres les murmurèrent dans leurs prières, les écoles les écrivirent sur leurs murs. Pour la première fois depuis des générations, la population ne demandait plus l'aide du monde. Elle laissait ses mains parler. Sous la chaleur du Sahel, le bruit des moteurs revint enfin à Ouagadougou. Non pas celui des avions, mais celui des bétonnières et des bulldozers. Les journalistes étrangers observaient, incrédules. Ce n'était pas un projet d'argent, mais de sens. Chaque sac de sable versé sur le sol rouge était un acte de défi. Ibrahim Traoré, souvent présent sur le chantier, marchait parmi les ouvriers sans escorte, ses bottes couvertes de poussière. Et dans cette poussière, les Burkinabés virent naître une foi nouvelle, celle d'un peuple qui, pour la première fois, construisait non un aéroport, mais sa propre dignité. Sur le chantier, les héros n'étaient pas ceux que l'on voit d'ordinaire dans les journaux. Il y avait Mariam, une ancienne étudiante devenue soudeuse, ses cheveux cachés sous un casque trop grand, ses mains brûlées par les étincelles de l'acier. À côté d'elle, un jeune soldat déposait son fusil pour soulever des sacs de sable. Et plus loin, un vieil imam priait à voix basse, pendant que des enfants portèrent des pierres 2 fois plus lourdes qu'eux. Ces visages racontaient mieux que tout autre discours ce que signifiait le mot « renaissance ». Chaque soir, le site prenait des allures de cathédrale. Sous les lampes solaires, on chantait des hymnes mêlant tambours anciens et refrains modernes. Des pasteurs bénissaient les repas, des femmes servaient le mil et le thé à des ouvriers qu'elles ne connaissaient même pas. Ibrahim Traoré passait souvent sans escorte, riant, avec les travailleurs posant les mêmes questions. Comment rendre cela plus fort ? Comment aller plus loin ? Et chaque fois, les réponses n'étaient pas techniques, mais humaines. Plus de solidarité, plus de courage, plus de lumière. La presse occidentale raillait ce mouvement qu'elle appelait « folie sahélienne ». Pourtant, à mesure que la poussière montait et que les fondations se dessinaient, quelque chose d'irréversible prenait forme. Ce qui avait commencé comme un projet d'infrastructure devenait un miroir, celui d'une Afrique qui, pour une fois, refusait de demander la permission d'espérer. Et la question restait suspendue, brûlante. Que se passe-t-il quand un peuple commence à croire que sa foi peut remplacer le capital ? Tout commença un matin d'août, dans la lumière pâle du Sahel.
Les premiers engins creusèrent la terre rouge, soulevant des nuages qui couvraient les dunes comme une brume d'aube. Les marteaux frappaient, les chants s'élevaient, et dans ce vacarme nouveau, Ouagadougou retrouva un battement de cœur. Ibrahim Traoré observait, silencieux, depuis le sol. Pas de podium, pas de drapeau, seulement cette phrase qu'il répétait. Nous ne construisons pas un aéroport, nous construisons la foi. Les jours suivants, le désert se transforma en un atelier vivant. Des centaines de bénévoles affluaient, venus de tout le pays. Les camions roulaient sans relâche, chargés d'acier, de sable, de vivres, parfois même de chansons. Le soir, les familles s'installaient sous les tentes pour cuisiner pour les ouvriers. Les radios locales diffusaient leur voix, les prêtres bénissaient les repas. Et la nuit, la lumière des projecteurs faisait briller le sol comme un miroir. Mais à des milliers de kilomètres de là, les chancelleries s'agitaient. À Bruxelles, à Paris, à Washington, on parlait d'insubordination économique. Les rapports s'enchaînaient. Projets risqués, financement opaque, danger pour la stabilité régionale. En quelques semaines, les contrats furent gelés, les transferts bancaires bloqués, les livraisons annulées. Le Burkina Faso fut coupé du monde. Et pourtant, le chantier ne s'arrêta pas. Dans les ateliers improvisés, des mécaniciens recyclaient le métal militaire pour en faire des poutres de soutien. Les moteurs rouillés devenaient des bétonnières. Les étudiants redessinaient à la main les plans perdus dans les cyberattaques. Quand le réseau électrique tombait, on allumait des feux, on continuait à travailler à la lueur des torches. Un jeune ingénieur déclara « Ils pensent que les sanctions nous arrêteront, mais la nécessité est notre fessessier et notre professeur. » Chaque obstacle devint un moteur. Les panneaux solaires, initialement destinés à alimenter l'aéroport, furent connectés aux villages alentours. La nuit, les maisons autrefois plongées dans le noir s'illuminèrent. Les enfants faisaient leurs devoirs sous ces lampes nouvelles. Les femmes cuisinaient à la lumière pour la première fois. Le pays entier semblait renaître, morceau par morceau. Et un soir, après des semaines de travail ininterrompu, un journaliste décrivit la scène ainsi: « Ce n'est pas un chantier, c'est une prière en mouvement. » Les images relayées sur tout le continent devinrent virales. Du Ghana au Kenya, les radios répétaient en le même refrain. Ils ne construisent pas des murs, ils construisent leur dignité. Ibrahim Traoré, au milieu de ses ouvriers, leva simplement les yeux vers le ciel et dit « Si nous ne pouvons pas encore voler, au moins que notre peuple voie la lumière. » Et cette nuit-là, le Sahel brilla. Quand le monde pensa que le chantier s'effondrerait sous le poids des sanctions, les chiffres racontèrent une autre histoire. En moins de 4 mois, plus de 60% des infrastructures de base étaient déjà sorties du sol. Là où les experts prévoyaient des années de retard, les Burkinabés compressèrent le temps par la seule force de leur unité. Cette première mesure, le rythme, fut le véritable baromètre d'une foi devenue méthode. Ensuite, plus de 15 000 volontaires travaillaient simultanément sur le site. Aucun contrat, aucune paie régulière. Chaque main levée devenait un outil. Des familles entières se relayaient entre la cuisine, le transport et la construction. Les statistiques pourtant froides semblaient vibrer 15 000. Ce n'était pas un chiffre, c'était une pulsation nationale. Ibrahim Traoré lui-même affirma, lors d'une de ses rares interventions télévisées, « Ce que nous mesurons ici, ce n'est pas la productivité, c'est la foi qui se convertit en action. » Puis 40 km² de terrain désormais nivelés, bornés, tracés. Les pistes principales avançaient d'1 mètre chaque jour malgré le manque de machines modernes. L'un des ingénieurs locaux raconta « Nous n'avons pas de grues importées, mais nous avons la gravité et la volonté. » Ce rythme, presque insensé, dépassait les normes industrielles d'un chantier financé par les grandes puissances, et les effets collatéraux se multiplièrent. L'électricité solaire, d'abord pensée comme ressource annexe, alimentait déjà près de 10 000 foyers dans les villages alentours. Des écoles improvisées s'ouvraient pour les enfants des ouvriers. Des coopératives agricoles naissaient autour du chantier pour nourrir la population. Le projet d'aéroport devenait de facto un laboratoire de développement local. Ces chiffres, simples en apparence, déplaçaient la logique du possible. Là où le PIB mesurait hier la dépendance, il révélait aujourd'hui la résilience. Chaque unité de travail, chaque mètre carré conquis sur le sable, prouvait qu'un pays sans investisseurs pouvait encore produire du progrès tangible. Les observateurs occidentaux, d'abord sceptiques, commencèrent à réviser leurs rapports.
Dans l'un d'eux, un analyste anonyme écrivit « Ce que le Burkina Faso accomplit ici dépasse le domaine économique. C'est une équation morale. » Et à mesure que les données s'accumulaient, un constat s'imposait. La pauvreté n'avait jamais été une fatalité, seulement une narration imposée. Sous les chiffres, sous la poussière, sous le soleil, une idée prenait corps. Celle que la foi, mesurée en mains calleuses et en kilomètres de pistes, pouvait rivaliser avec n'importe quelle monnaie. Les critiques ne tardèrent pas. En Europe, des diplomates dénoncèrent un projet populiste, un geste de défi déguisé en infrastructure. Des économistes parlèrent de gaspillage, rappelant que le Burkina Faso, classé parmi les pays les plus pauvres du monde, ne pouvait se permettre un tel pari. Certains experts africains eux-mêmes craignaient que l'isolement du pays ne détruise plus qu'il ne libère. Leurs arguments semblaient raisonnables, sans crédit, sans partenaire. Comment maintenir un chantier d'une telle ampleur ? Pourtant, la réalité sur le terrain démentait peu à peu ces projections. Les sanctions, loin d'étouffer le projet, l'avaient transformé en moteur. En privant le pays de ses importations, elles avaient obligé les ingénieurs à inventer. Des pièces mécaniques furent refondues à partir de vieux blindés. Des moteurs désossés se changèrent en bétonnières. Des câbles usagés en conduits électriques. Là où l'économie classique voyait un effondrement, Ibrahim Traoré voyait une école de créativité forcée. Les opposants affirmaient que ce projet n'était qu'un geste symbolique. Mais la symbolique, au Sahel, a toujours eu valeur de substance. L'aéroport n'était pas qu'un ensemble de pistes, il devenait un manifeste social. Les anciens mendiants devenaient bâtisseurs, les étudiants des techniciens, les soldats des maçons. Chaque métier se réinventait dans le même mouvement, abolissant les hiérarchies habituelles. Enfin, il y avait l'argument moral, ce pays se ferme au monde. Mais ceux qui travaillaient sur le chantier répondaient autrement « Non, nous ne nous fermons pas, nous nous retrouvons ». Dans un monde où la dépendance avait été rebaptisée coopération, le Burkina Faso osa poser la question la plus dérangeante. Que perd un peuple quand il récupère son autonomie ? La force du projet ne résidait pas dans ses murs, mais dans cette réponse silencieuse. Rien ne se perd quand on reconstruit sa dignité. La foi est devenue une ressource nationale. Ce basculement se produisit au milieu du chantier, presque sans qu'on le remarque. Ce n'était plus seulement Ibrahim Traoré qui incarnait le projet, mais des milliers de Burkinabés qui, chaque matin, se levaient avant l'aube pour continuer à bâtir. Leurs gestes répétés avaient pris la place des discours, et leurs chansons remplaçaient les communiqués officiels. Les observateurs étrangers commencèrent à comprendre qu'ils n'assistaient pas à un épisode isolé, mais à une mutation culturelle. Ce qui se construisait dans le désert n'était plus une infrastructure, c'était une identité. Le pays n'imitait plus le modèle du développement importé, il l'inversait. Sous les tentes, les ouvriers parlaient désormais d'avenir avec une certitude tranquille. « Nous ne demandons plus la permission », disait un jeune volontaire, « nous avançons ». Et dans cette phrase simple résonnait tout un renversement du monde. Le projet avait franchi son point de non-retour. À partir de ce moment, même si les murs s'écroulaient, l'idée, elle, ne pourrait plus être détruite. Les effets du projet se propagèrent bien au-delà du désert. En quelques mois, le Burkina Faso devint un laboratoire social où chaque groupe trouva un sens nouveau à sa place dans la nation. Dans les villages, l'électricité solaire issue du chantier toucha plus de 10 000 foyers. Les habitants, qui, hier encore, s'éclairaient à la bougie, lisaient désormais à la lumière d'une énergie qu'ils avaient eux-mêmes construite. Les écoles nocturnes se multiplièrent, les enfants étudiaient plus longtemps, et les enseignants racontaient que la fréquentation avait augmenté de moitié. Ce simple accès à la lumière transforma la perception du progrès. Pour la première fois, il venait d'en bas. Les marchés locaux, stimulés par la demande en matériaux et en vivres, connurent une renaissance. Les artisans du métal, les menuisiers, les cultivateurs du mil devinrent fournisseurs pour le chantier. Les échanges internes remplacèrent les importations gelées, recréant une microéconomie résiliente. Selon une estimation interne, le pouvoir d'achat dans certaines zones rurales avait augmenté de près de 25% en 6 mois. Ce chiffre, modeste sur le papier, symbolisait pourtant une victoire idéologique, celle d'une économie libérée du prisme extérieur. Le chantier transforma les identités,
Les femmes, autrefois reléguées à la sphère domestique, portaient désormais des casques et dirigeaient dans le temps des équipes entières. Des anciens militaires devenaient formateurs en sécurité, des étudiants en génie civil improvisaient contremaîtres. Ibrahim Traoré, en visitant le site, déclara « Nous n'avons pas créé des emplois, nous avons créé des vocations ». Cette phrase résonna dans tout le pays comme un manifeste moral. Au-delà de ses frontières, le Sahel observait. Du Mali au Niger, des mouvements civiques naquirent autour du mot d'ordre « construire sans emprunter ». Les médias panafricains relayèrent les images d'un continent qui, pour la première fois depuis longtemps, inspirait au lieu d'attendre. À Paris, certains analystes commencèrent à parler d'un effet Traoré. À Washington, d'un réveil du Sud sahélien. Et à Nairobi, un étudiant écrivit sur le mur de son université « L'Afrique ne demande plus des ailes, elle apprend à voler ». À la fin de l'année, ce chantier n'était plus seulement un projet national, il était devenu un symbole continental, un miroir dans lequel d'autres peuples pouvaient voir ce qu'ils avaient oublié, que la dignité peut se construire, brique après brique, même sous le soleil le plus implacable. L'avenir du projet, à ce stade, tenait à un fil tendu entre l'espoir et la pression. Dans les couloirs des chancelleries occidentales, les débats s'intensifiaient. Fallait-il contenir, négocier ou ignorer Ibrahim Traoré ? Au Burkina Faso, la question n'était plus si l'aéroport serait achevé, mais à quel prix ? 3 trajectoires se dessinaient, aussi différentes que révélatrices. Dans un scénario, la persistance organisée. Le chantier se poursuit au même rythme, soutenu par les communautés locales et quelques partenaires africains discrets. Les sanctions demeurent, mais les contournements s'affinent. Échange de matières premières, troc technologique, microfinancement régional. L'aéroport ouvrirait partiellement dans 1 an, prouvant que la coopération Sud-Sud peut rivaliser avec l'aide conditionnelle du Nord. Ce scénario, modeste, consacrerait déjà une victoire morale. Dans un scénario, l'effet domino. Le succès du projet déclenche une dynamique panafricaine. Des coalitions d'ingénieurs, de jeunes entrepreneurs et de communautés religieuses émergent autour du concept de développement par la foi. Plusieurs nations du Sahel s'unissent pour créer un fonds d'investissement autonome. Les infrastructures deviennent des symboles politiques, mais aussi spirituels. Dans ce scénario, l'aéroport de Ouagadougou ne serait plus un site, mais un manifeste continental. Dans un scénario worst case, la riposte structurelle. Sous la pression internationale, les flux financiers restants s'assèchent. Des campagnes de désinformation visent à fracturer le soutien populaire. Une crise de ressources pourrait menacer la continuité du chantier. Mais même dans ce cas, les Burkinabés conserveraient l'essentiel, une conscience collective nouvelle. Car ce qu'ils ont bâti, ils savent désormais le rebâtir. Dans les 3 trajectoires, un point commun persiste. Le monde devra apprendre à compter avec Ibrahim Traoré et la logique qu'il incarne, celle d'une souveraineté qui ne se négocie plus, mais se construit. Regarder cette histoire, c'est accepter qu'elle nous parle aussi, car au-delà du Sahel, chaque spectateur, chaque citoyen peut s'y reconnaître. Le moment où l'on choisit d'agir plutôt que d'attendre. Ce n'est pas seulement une leçon pour l'Afrique, mais une question adressée à tous les peuples fatigués de dépendre de promesses extérieures. Pour les jeunes, l'exemple du Burkina Faso rappelle que le progrès n'est pas une faveur à recevoir, mais une discipline à construire. L'énergie solaire allumant les villages de Ouagadougou n'est pas différente de celle qui sommeille dans chaque communauté prête à se relever. Ibrahim Traoré l'a résumé d'une phrase simple. Le courage ne se décrète pas, il se partage. Pour les dirigeants, c'est un miroir plus sévère. Là où d'autres multiplient les sommets et les slogans, un pays sans côte, sans dette, montre qu'un plan clair et la foi collective valent plus que 100 réunions d'experts. L'inspiration, ici, n'est pas romantique, elle est pratique. Et pour chacun d'entre nous, spectateurs de cette aventure, il reste une question ouverte. Qu'aurions-nous fait à leur place ? Aurions-nous creusé dans le sable brûlant pour un rêve jugé impossible ? Ou bien serions-nous restés dans l'ombre, attendant que quelqu'un d'autre le fasse ? Le ciel du Burkina Faso n'est plus seulement au-dessus de leur tête. Il est devenu une métaphore suspendue au-dessus des nôtres. Ibrahim Traoré ne parla jamais de miracle, mais de méthode. Son approche, bien que poétique en surface, reposait sur une logique concrète. Une feuille de route en 5 étapes simples, mais rigoureuses. D'abord,
localiser les forces dormantes. Chaque village, chaque artisan, chaque école devint un maillon de production. L'État ne commandait pas, il coordonnait. Ce changement d'angle transforma la population en moteur collectif. Ensuite, sanctuariser l'énergie. En connectant les panneaux solaires du chantier au village voisin, le président créa un modèle circulaire. Le projet nourrit le peuple nourrit le projet. Puis, formaliser l'informel. Les ouvriers, bénévoles et artisans furent recensés, formés, puis regroupés en coopératives autonomes. Le chantier devint un centre d'apprentissage national. Plus tard, stabilisé sans dépendre. Plutôt que d'attendre la levée des sanctions, le gouvernement développa des circuits parallèles. Troc technologique avec des pays voisins, innovation low-tech, recyclage massif. Enfin, exporter l'idée. Des délégations du Mali, du Niger et du Ghana vinrent observer le modèle. Ibrahim Traoré insista. Ce que nous construisons ici n'est pas un aéroport, c'est une pédagogie. Ainsi la foi devint protocole, et la dignité, un plan d'action mesurable. Ce n'était plus un récit de résistance, mais un manuel de souveraineté. Et dans cette discipline nouvelle, le Burkina Faso traçait une voie que d'autres commençaient déjà à suivre. Au lever du jour, la lumière du Sahel glissait à nouveau sur les tours d'acier. Le chantier, désormais presque achevé, vibrait d'un silence qu'on n'entend qu'après le combat. Parmi les ouvriers, certains pleuraient, d'autres riaient, et tous regardaient vers ce ciel qu'ils avaient appris à mériter. Ibrahim Traoré marcha lentement le long de la piste, ses bottes couvertes de poussière comme au premier jour. Aucun discours, aucune fanfare, seulement le bruit régulier des pas sur le sable, comme une prière rythmée. Il s'arrêta près du béton, où un étudiant avait jadis gravé 3 mots. « Nous devenons libres ». Autour de lui, le peuple murmurait ces mots à voix basse, comme pour les fixer dans l'air. Ce n'était plus un slogan, mais un testament. Quand le premier avion s'éleva au-dessus du désert, Traoré leva les yeux sans sourire. Et dans ce silence suspendu, le monde comprit qu'il ne regardait pas un départ, mais un retour, celui d'un peuple vers lui-même. L'histoire du Burkina Faso n'est pas une légende lointaine, c'est une invitation. Elle nous rappelle que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une responsabilité partagée, celle de bâtir, d'échouer, puis de recommencer sans permission. À travers Ibrahim Traoré et son peuple, l'Afrique a montré que la foi peut devenir un outil politique, que la dignité peut être mesurée en kilomètres de pistes et que l'unité reste la seule ressource inépuisable. Mais ce message dépasse les frontières. Il parle à chaque société qui doute encore de sa propre capacité à se relever. La question désormais ne concerne plus le Sahel, mais chacun de nous. Qu'allons-nous construire de nos propres mains quand tout semble fermé ? Parce qu'au fond, l'histoire de ce ciel burkinabé n'est pas celle d'un homme ni d'un pays, c'est celle d'une humanité qui, face à la tempête, choisit encore de croire. Et si ce récit vous touche, ne le commentez pas seulement. Partagez-le, discutez-le, questionnez-le. C'est ainsi que naissent les prochains ciels.